Donc, on passe à la deuxième intervention qui sera donnée par notre collègue Abdelhamid Adnan. Sa contribution est intitulée, donc c'est une contribution juridique, c'est un professeur de droit. Donc, sa contribution est entre l'autodétermination collective et personnelle entre parenthèses, et la liberté prédéterminée à propos du concept de loi en sciences sociales. Donc, à vous la parole, chers collègues. Bonjour, cher professeur. En premier lieu, je tiens à remercier très chaleureusement les organisateurs de cette édition, ou bien première édition du colloque international intitulé Le débat Dewey Lippmann et ses échos contemporains. Je remercie en particulier le professeur Bouzagou d'avoir accepté ma participation. Je suis également très heureux d'être parmi avec les autres professeurs, principalement l'éminent professeur qui a pris la parole, qui a exposé, qui nous a éclairé avec ses explications, le professeur Philippe Lorino, aussi avec le professeur Abdelali Adnan, avec qui j'ai coïncidé lors de l'organisation d'un colloque organisé par cette même université de Nador. Je suis juriste, chercheur en droit constitutionnaliste, et donc je ne suis pas économiste, mais je suis également interpellé par les concepts et les catégories affectant de près ou bien de loin l'État. Donc, c'est à partir de ce constat, c'est à partir de cette donnée que je vais faire cette présentation qui, évidemment, ne sert qu'à rendre hommage à ces deux grands penseurs, sans prétendre, évidemment, il faut le dire avec humilité, sans prétendre donner un avis à propos des questions centrales de ce débat. Évidemment, ce qui n'empêche pas de formuler des questions ou bien des réflexions se rattachant au sujet. Je dois reconnaître que l'invitation reçue et la participation à ce colloque a supposé pour moi un apprentissage dont la valeur est incalculable. Et aussi un apprentissage qui s'est amélioré suite à la conférence du professeur Lorino. Donc, je remercie infiniment une deuxième fois les organisateurs de ce colloque parce que ça a été une occasion d'apprentissage et de mise en contexte des connaissances en droit constitutionnel. J'aimerais bien commencer cette intervention par une mise en contexte historique des réflexions pragmatiques de Lippmann et de Dewey, suivie d'une autre mise en contexte philosophique de ces deux penseurs de renom connus et reconnus au niveau international. Donc, en commençant par la première, on s'est aperçu aux États-Unis d'Amérique, durant les premières décennies du siècle dernier, que la consolidation d'une organisation corporative de la propriété, les grandes corporations, va accentuer les inégalités sociales aux États-Unis d'Amérique, donc au-delà de l'Atlantique, où ces réflexions vont avoir lieu. Et donc, de larges mouvements de protestation vont s'organiser afin de rétablir, ou bien de réclamer plutôt, de réclamer la justice sociale qui s'est fragilisée et qui a affecté la cohésion sociale. Donc, pour plusieurs penseurs, assurer l'ordre, donc cette paix sociale, cette cohésion sociale devient une des préoccupations majeures, une des préoccupations principales. Et nombreux donc seront les Américains qui vont préconiser le recours aux techniques de gestion afin de pacifier la société, civile. Donc la production industrielle, les revendications syndicales, l'opinion publique, les informations, le goût aussi des consommateurs, toutes les sphères d'activité devaient, selon eux, être organisées par des experts non partisans. Donc, par des experts non affiliés, n'ayant pas une affiliation partisane ou bien politique explicite. Ces derniers, selon eux, étaient considérés comme les acteurs sociaux les plus compétents pour assurer l'unité de la société, parce qu'ils s'appuyaient, selon eux, sur des faits objectifs et résolvaient aussi les conflits sociaux d'une manière neutre et rationnelle. Donc, c'est appel à la raison de ces experts.
tout en résolvant ces questions de manière efficace. Donc, c'est le concept d'efficacité de ces techniques, de ces experts. Donc, cette vision technicienne de la réalité sociale explique par ailleurs le rôle prépondérant qu'occupèrent à l'époque les ingénieurs et qui occupent de nos jours encore, il faut le reconnaître. Les ingénieurs, les gestionnaires, les psychologues, les sociologues et les conseillers en relations publiques dès lors, dès 1910, la date du début de ces réflexions. Et dans ce contexte historique, va émerger la doctrine remettant en question la démocratie dans sa version initiale, dans sa version jeffersonienne, soutenue par Jefferson, qui est un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, et l'essai aussi de la récupération de l'esprit de Hamilton, donc la remise en question de l'esprit de Jefferson pour récupérer, pour reprendre l'esprit de Hamilton, qui est aussi un des pères fondateurs de la Constitution américaine de 1787. D'ailleurs, le modèle de la démocratie représentative supposait, classique, supposait que les opinions individuelles étaient le fruit de réflexions poursuivies librement et intimement par chacun. Donc, chaque individu, en tant qu'être rationnel, se forge d'une manière autonome ses propres idées. Et ce n'est qu'après s'être adonné à ces réflexions qu'une personne, qu'un homme libre, pouvait échanger dans la sphère publique avec d'autres hommes ayant la même condition, donc libres, et possédant également leur propre opinion, des opinions propres à eux. Et c'est parce que l'on reconnaissait la capacité à chaque être humain de pouvoir penser par lui-même qu'on lui attribuait la capacité de réfléchir sur les affaires publiques. Donc, c'est la conception classique de la démocratie, soutenue évidemment par Jefferson. Donc, ceci dit, en ce qui concerne le contexte historique, cette remise en question du modèle démocratique classique, et à propos du contexte philosophique, on peut même avancer, on peut affirmer, avancer, que les origines philosophiques, je ne dirais pas lointaines, mais ça pourrait l'être, du débat Dewey Lippmann peuvent être situées dans le cadre de l'évolutionnisme d'un grand philosophe qui est Spencer. Donc, le cadre de l'évolutionnisme de Spencer. Et cet évolutionnisme de Spencer repose de manière paradoxale sur le postulat métaphysique d'une permanence, ce qui nie le caractère historique du mouvement évolutif. Donc, il nie l'historicité du mouvement de l'évolution. D'accord ? Cet absolu métaphysique se retrouve dans l'idée d'une évolution prédéterminée. Par qui ? Par quoi ? Par un terme, par un dénouement. D'accord ? Et aussi par un télos, qui fixe par avance le sens et le but de l'évolution. D'accord ? C'est la pensée de Spencer. D'accord ? La source d'inspiration philosophique principale. Donc, il y a ici une approche téléologique de Spencer qui s'exprime. Téléologique finalistique, la finalité, le but à atteindre, d'accord, c'est qui va déterminer l'évolution, Et ce postulat, mais le postulat de la permanence soutenue se retrouve aussi dans l'idée de loi constante dérivée de la physique et permettant de déterminer, encore une fois, par le déterminisme, dont le champ social, donc l'application de ces lois physiques dans le domaine social, va déterminer des uniformités fixées, d'accord, figées, des uniformités fixées. À cette conception brièvement exposée, sommairement décrite, à cet évolutionnisme de Spencer, on objecte à la fois à sa nature téléologique, donc finalistique, donc déterminée par les finalités, aussi mécaniste, d'accord, parce qu'il part d'un postulat métaphysique plutôt de la permanence, Ce qui, au sens de la doctrine qui a critiqué cet évolutionnisme, il bloque toute expérimentation créatrice, d'accord? Et on va lui opposer l'idée d'une enquête sociale libre et expérimentale à laquelle a fait référence le professeur Lorino, sur laquelle je vais revenir dans quelques minutes. Spencer, pour l'encadrer dans le cadre de la théorie de l'évolution ou bien de l'évolutionnisme,
Évidemment, on pense automatiquement à Darwin comme le père fondateur de cette pensée. Mais Spencer entendait surtout valoriser les mécanismes d'un autre grand évolutionniste, c'est Lamarck. Donc, il met en valeur les mécanismes lamarckiens par le biais desquels les vivants s'adaptent. D'accord? C'est l'exemple de la girafe. D'accord? Pour atteindre l'arbre, donc il va falloir qu'il ait un coup plus long, d'accord? Plus adapté à ce contexte, à cet environnement. Donc, les vivants s'adaptent directement à leur environnement, et ce par une amélioration progressive de leurs facultés. D'accord? Mais Lamarck croyait que ces facultés sont transmissibles, donc héréditaires, transmissibles aux générations suivantes par, selon lui, une prétendue hérédité des caractères acquis plutôt. Ces mécanismes vont conduire Spencer à défendre ce qu'on appelle le déterminisme biologique strict, dans lequel les conditions extérieures, c'est-à-dire l'écosystème ou bien l'environnement, est censé déterminer de part en part la vie des organismes. Et ces derniers seraient donc contraints d'orienter tout leur effort vers une adaptation de plus en plus adéquate à l'environnement et vers une soumission, d'accord, une subordination de plus en plus stricte aux conditions extérieures. D'accord? Donc, c'est l'approche de Spencer dans le cadre des réflexions lamarckiennes. D'accord? Et à ce strict mécanisme déterministe, qui évidemment, il retire toute marge de liberté ou bien de créativité ou même de résistance aux organismes, Spencer va ajouter à nouveau une dimension téléologique, finalistique. D'accord? La finalité de ce cadre tracé, c'est que l'ajustement continu des activités vitales aux activités dans l'environnement doit devenir plus précis et plus complet. D'accord? Il ajoute jusqu'à ce qu'il prenne la forme avec les êtres humains, avec l'espèce humaine la plus civilisée, d'une division mondiale de travail. D'accord? Connexion avec la réalité humaine. Donc, il va prendre la forme d'une division mondiale du travail orientée vers une spécialisation complète et une coordination sans faille de toutes les activités menées par les individus ou bien des individus entre eux. À ces considérations finalistiques, donc téléologiques de Spencer, selon laquelle la révolution industrielle serait la finalité, le télos ultime vers lequel s'orienteraient mécaniquement les sociétés humaines, évidemment si l'État n'intervient pas, d'accord? Donc, il prône un abstentionnisme outrancier de l'État, d'accord? Donc, à ces considérations, un autre grand philosophe anglais, Graham Wallas, qui est un socialiste anglais et professeur en sciences politiques en relations internationales, il était aussi un des leaders de la société fabienne, il va opposer le suivant. Soutenir que la révolution industrielle a d'ores et déjà créé une situation complètement nouvelle, faisant rupture avec les mécanismes biologiques spontanés d'adaptation. Donc, il va soutenir qu'il a eu lieu une désadaptation profonde de l'espèce humaine par rapport à son nouvel environnement. Donc, c'est la constatation opposée de Graham Wallas. Et il ajoute que la vie politique démocratique moderne avait créé de graves dysfonctionnements nerveux qui ont donné lieu à une rupture de l'équilibre initial. Pour ce philosophe, pour Wallas, le retour à l'action collective aura à chaque fois à trancher entre deux voies. La première, c'est une réadaptation de l'espèce humaine menée d'en haut par le pouvoir politique et par le Conseil des experts en sciences humaines et en sciences sociales. C'est d'ailleurs le choix de Lippmann. Ou bien, la deuxième voie, il faudra plutôt choisir non pas de réadapter l'espèce à son nouvel environnement, mais plutôt de réadapter ce nouvel environnement lui-même en le réorganisant afin de le rendre plus adéquat aux dispositions de notre espèce. D'accord? C'est la deuxième fois. Donc, c'est réadaptation de l'environnement et pas l'adaptation de l'être humain à son contexte. Donc, dans ce contexte historique
et philosophique, nos penseurs, Lippmann et Dewey, vont définir la loi de manière strictement fonctionnelle. Donc, de manière strictement fonctionnelle et aussi instrumentale, comme étant un instrument au service d'une fonction. D'accord? Ils ont pour unique fonction de garantir les attentes en termes de comportement, comportemental des membres de la société. Et donc d'assurer la cohésion sociale. Pour eux, la validité d'une loi n'est pas déterminée par autre chose qui n'est pas l'efficacité. La validité d'une loi est déterminée par son efficacité à remplir sa fonction. D'accord? Il ne peut pas être jugé à l'aune ou bien en fonction de son contenu ou bien de sa substance, mais par les conséquences qu'engendre sa mise en application. Évidemment, c'est clair, c'est ici la pensée pragmatique qui est mise en avant, qui est mise en œuvre. Dans les deux cas, pour Lippmann et pour Dewey, les lois sont validées de manière a posteriori. D'accord? A posteriori, donc ils n'ont pas une validité immanente a priori. Donc, ils sont validés de manière a posteriori, c'est-à-dire en considérant les conséquences pratiques qu'elles légitiment. Mais si Lippmann et Dewey adhèrent tous les deux à la méthode des conséquences en tant que méthode, que technique, d'accord, leur prise de position idéologique, leur posture idéologique oppose néanmoins leur modèle politique. Donc, cette prise de position initiale va donner lieu à deux modèles politiques tout à fait différents. Et cette opposition réside en premier lieu dans le rôle accordé au public, d'accord, vis-à-vis de l'évaluation des conséquences l'affectant, et concerne donc sa participation effective aux prises de décisions politiques. Donc, quel est le rôle accordé au public selon Lippmann? Quel est le rôle accordé au public selon Dewey? D'ailleurs, Lippmann considère le public incompétent, alors que Dewey a la ferme conviction qu'il suffit de bien l'informer afin qu'il puisse participer de manière active au contrôle des conséquences sociales qu'il subit. Donc, c'est le rôle du public qui est la question centrale dans la pensée de ces deux auteurs, Lippmann et Dewey. Et avant de passer en revue la pensée de Lippmann, la question principale qui s'est posée peut être résumée comme suit, de la suivante manière. S'il existe une multitude d'opinions sur le contenu d'une décision politique, comment arriver à en imposer une sans qu'on éclate le chaos au sein de la société civile? Comment arriver à imposer une solution, d'accord, tout en évitant le chaos au sein de la société? Comme point de départ, Lippmann blâme le fait que les théories politiques ayant succédé à Jefferson, donc classique, d'accord, fasse abstraction du contexte où ces prémices démocratiques pouvaient se concrétiser pour en faire les prémices types de la démocratie. Parce que pour lui, la persistance de cette représentation de la démocratie donne lieu ou bien engendre de fausses croyances concernant le rôle à attribuer aux citoyens et aux dirigeants politiques. Ainsi aussi que sur la manière dont se forme l'opinion publique dans ce qu'il appelle la grande société. Ceci ne peut qu'entraîner, selon lui, des déceptions vis-à-vis de l'état démocratique tout entier de la société américaine. Ces réflexions, évidemment, s'inscrivent dans le cadre de la société américaine, bien qu'il puisse être projeté vers l'extérieur, mais pour le moment, Lippmann raisonne dans le cadre de la société américaine qu'il a étudiée en profondeur. Il va avancer l'idée célèbre et très influente dans les départements de communication jusqu'à aujourd'hui, que ce qu'on appelle que le public est en réalité une masse de spectateurs qui se définit par le caractère figé ou bien statique de ces représentations. Et là, il va avancer l'idée célèbre de stéréotypes. Les stéréotypes, ce ne sont que des fictions individuelles ou bien collectives dans ce cas. Et pour lui, pour Lippmann, rigidifié par ses propres inerties, ses propres stagnations mentales, ses propres stases mentales, qui sont artificielles, donc ils ne sont pas biologiques, donc ils sont artificiels, l'espèce humaine a une tendance irrépressible à l'inertie.
et qu'il va transmettre de manière naturelle, pour ainsi dire, à la masse de l'opinion publique. Donc, ce sont les prémices de base pour construire sa pensée, voilà, construire la pensée de Lippmann. Et sur cette base, la seule voie qui va permettant de résoudre le problème diagnostiqué par Wallace, d'accord, ne peut être que la première, celle d'un pouvoir des experts qui recompose d'en haut ces stéréotypes afin de gouverner la masse dans la bonne direction. Évidemment, en fabriquant ce que le professeur Lorino Philippe a déjà mentionné, en fabriquant le consensus, en fabriquant le consentement, d'accord, de la population. Lippmann pense que la seule issue est que les experts les plus éclairés, il faut le dire aussi, en honneur à la vérité, les plus intentionnés, d'accord, il va falloir chercher comment sélectionner les mieux intentionnés, c'est une question à résoudre. Donc, pour lui, la seule solution est que ces experts prennent en main la fabrication des symboles. Donc, il met en valeur le caractère artificiel, d'accord, de ces symboles afin de conduire le public dans la bonne direction. Et dans cette conception élitiste, évidemment, c'est clair, du gouvernement, la volonté ne vient jamais du peuple, d'accord? La volonté ne vient jamais d'en bas, parce qu'il est considéré comme une multitude incompétente, voire même ignorante, d'accord? Mais il doit venir ou bien provenir du sommet de l'élite qui est incarnée par les experts ou bien par l'homme éclairé, inspiré par la science. Donc, pour lui, ce qu'il a constaté, c'est que les décisions des représentants politiques ne reflétaient donc pas la volonté populaire, ne reflétaient pas le consensus réel, d'accord, tel qu'il était supposé par le modèle classique de la démocratie. D'accord? Parce que le peuple ne comprenait pas les tenants, les aboutissants des différents dossiers politiques. C'est cette ignorance, cette incompétence qu'il souligne encore une fois. Et il ajoute que les citoyens n'étaient pas en mesure, d'accord, n'ont pas la capacité de porter un jugement en termes de raison, donc rationnel sur les affaires publiques, étant donné qu'ils ne maîtrisent pas toutes les informations nécessaires, n'ont pas l'information nécessaire, ne peuvent pas maîtriser l'information nécessaire à une compréhension complète, approfondie même des enjeux sociaux, et que les informations même qu'on fait parvenir aux citoyens étaient organisées par des spécialistes de la communication. D'accord? Donc, ce n'était pas des informations correctes, ou bien réelles, ou bien fidèles à la réalité. Un autre constat qui va amener Lippmann à critiquer fortement le modèle démocratique de Jefferson fut celui qu'il n'existe pas de principes moraux universels. Pour lui, il n'existe pas de principes moraux universels, le sens de la justice, d'accord, et qui soient partagés par tout le monde au sein de la société. D'accord? Ces principes moraux universels devraient assurer la cohésion sociale. Mais à manque de quoi, il n'y aurait pas de cohésion sociale. Donc, en absence de principes moraux, il n'y aurait pas de cohésion sociale. Et la question qui se pose est comment faire cristalliser une volonté commune, d'accord, à l'échelle même mondiale de la grande société. Donc, au-delà des frontières des États-Unis d'Amérique, il parle à l'échelle mondiale. Comment créer une volonté commune. Et pour lui, c'est clair, le dépassement des divergences d'intérêts correspond à la tâche d'expert en communication. Il affirme que si la société civile ne produit plus par elle-même ce consensus moral susceptible à même d'assurer la cohésion sociale, ce consensus doit être produit et imposé par les experts. Donc l'unité de la grande société demeure ainsi assurée, administrée, garantie par la culture, mais par une culture administrée où les représentations sont créées, artificielles, et diffusées par des spécialistes en images qu'il appelle les propagandistes. On voit clairement que le rôle de la propagande qu'il appelle d'intégration, d'accord, l'intégration pour assurer la cohésion sociale, que le rôle de cette propagande d'intégration consiste à adapter les individus au système. D'accord? Revenons à la position initiale. Comment adapter les individus au système, à l'environnement? C'est par le biais de la propagande d'intégration, parce que la parole du propagandiste devient une parole techniquement calculée,
il est une parole techniquement calculée, d'accord, et qu'il exprime l'organisation qu'elle reflète. Et ces messages diffusés doivent tendre à converger vers une même idée de base, c'est-à-dire qu'elle offre, ou bien ce qu'elle offre, doit avoir une correspondance pleine avec ce que les individus désirent. D'accord? C'est une fabrication, d'accord, des désirs des individus auxquels on va donner une offre correspondante à eux-mêmes, à ces désirs. Une des caractéristiques basiques ou bien principales de cette propagande postmoderne, je dirais, j'utilise ce terme, est son aspect évidemment total ou bien totalisant. Parce que la propagande vise à intégrer les individus dans un système social dont la légitimité provient de l'état de fait, d'accord, de la dynamique sociale, c'est-à-dire de l'agencement empirique des différents acteurs et des différents groupes concrets. Il y a fin, ou bien pour pouvoir arriver à jouer un tel rôle, la propagande doit être totale. Les individus ne doivent pas se référer à des principes extérieurs à celle-ci, leur permettant de remettre en question la signification transmise par la propagande. Il faut qu'il n'y ait point de référence à l'extérieur de cette propagande. Et il faut qu'à tout moment de la vie que l'individu soit occupé par cette propagande. D'accord? Donc la propagande va se substituer ou bien vient se substituer à l'idéologie, d'accord? À l'idéologie de légitimation de sociétés politiques. D'accord? Donc la propagande va occuper le lieu occupé avant par l'idéologie. Et cette propagande vise évidemment, comme je viens de dire, une adaptation des comportements des individus aux nouvelles significations transmises, parce que l'adoption de comportements selon Lippmann, de ce comportement selon Lippmann, devient en quelque sorte nécessaire, voire indispensable à la survie des individus. On voit clairement que cette propagande artificielle, calculée, mathématique, aliène l'autonomie politique des individus, aussi elle aliène la capacité de jugement des individus, elle suggère les objets d'intérêt général, c'est-à-dire ceux qui ont le mérite d'être discutés. Aussi, elle fixe le cadre à l'intérieur duquel le citoyen a l'impression de jouir d'une liberté de pensée, qu'il l'aurait formellement, mais une fois fixé le cadre, il serait condamné, donc déterminé à penser au sein de ce cadre. Si cette propagande va permettre de créer les modes, bref, il va rendre les individus tout à fait complètement passifs. D'accord? Parce qu'il va retirer aux individus, même aux collectivités, toute capacité à produire et à juger de la signification des normes susceptibles d'orienter leur action. Donc, on se trouve devant des individus tout à fait passifs. Bref, c'est un tableau de la pensée, très résumé évidemment, très synthétique de la pensée de Lippmann. Dewey comprend parfaitement la critique lippmannienne de la démocratie libérale, à l'image de Jefferson, créée par Jefferson ou soutenue par Jefferson. Et pour lui, pour Dewey comme pour Lippmann, le problème déjà diagnostiqué par Graham Wallas, que j'ai mentionné, permet de disqualifier la théorie démocratique de l'autogouvernement, dont l'origine se trouve dans les petites communautés rurales de la Virginie. D'accord? Donc, il est d'accord avec Lippmann. Et aussi, mais s'il souscrit au diagnostic de Lippmann d'une crise de la démocratie, donc ils sont d'accord, jusque-là, il est aussi d'accord avec lui pour refuter la fiction d'un citoyen omnicompétent. Si il dit que le citoyen n'est pas complètement compétent, mais il va refuser clairement la thérapeutique proposée par Lippmann, c'est-à-dire la thérapeutique du gouvernement des experts, auquel il va opposer plusieurs arguments, d'accord, qui touchent ou bien qui se rattachent à une compréhension opposée des conséquences sociales et politiques de la révolution darwinienne. La révolution de ce père fondateur de cette théorie de l'évolution. En choisissant la seconde voie proposée par Wallace, c'est-à-dire, je le rappelle, c'est-à-dire qu'il faudra plutôt
choisir non pas de réadapter l'espèce à son nouvel environnement, mais plutôt de réadapter l'environnement lui-même en le réorganisant afin de le rendre plus adéquat aux dispositions de notre espèce. D'accord? Donc, en choisissant cette deuxième voie, par Dewey, contre la première, évidemment, choisie par Lippmann, Dewey conteste aussi clairement la modalité d'action proposée par Lippmann. Dewey, dans ses raisonnements, il affirme que Lippmann n'a pas tiré les bonnes conséquences politiques de la révolution de Darwin. Parce que selon lui, au lieu de rendre compte de l'imprévisibilité des interactions entre l'espèce humaine et de son environnement, Dewey insiste que Lippmann a pris le problème à l'envers, parce qu'il a figé l'espèce humaine dans des déterminations essentielles. Et selon Dewey, c'est l'erreur principale de Lippmann, parce que pour Dewey, les interactions sont imprévisibles. D'accord? Les interactions au sein de la société ne peuvent pas être calculées et prédéterminées au préalable. Selon Dewey, Lippmann a substitué au droit naturel du libéralisme une nature statique, une nature ignorante de la masse. Il ajoute que les stéréotypes mis en avant par Lippmann, ou bien que ces stéréotypes de la masse et de l'espèce humaine ne sont nullement des traits naturels, ne sont nullement des traits essentiels. Il affirme que tant que le secret, tant que la partialité, tant que les faux rapports et la propagande ne sont pas remplacés, on n'aurait aucun moyen de savoir combien l'intelligence existante des masses pourrait être apte au jugement en matière de politique sociale. Donc il évoque la notion de que l'intelligence humaine est à découvrir, d'accord? L'intelligence effective n'est pas une dotation originaire, mais il n'est pas inné, mais il doit être en construction sociale par le biais des expériences, de l'expérimentation, déjà mentionnées par le professeur Philippe Lorino. Donc, quelles que soient les différences propres à l'intelligence native, selon Dewey, la réalité de l'esprit dépend de l'éducation, d'accord? De l'éducation effectuée par les conditions sociales, par les conditions au sein duquel les citoyens vivent. Il aussi ne considère pas que les êtres humains possèdent un sens inné de la morale, d'accord? Au contraire, il affirme que les valeurs morales s'acquièrent par cette éducation. Ils sont donc contingentes, ils sont relatives au contexte de socialisation des individus. Selon lui, une association peut être qualifiée de communauté lorsque son mode d'intégration préserve toujours la liberté, préserve toujours l'égalité des individus au sein de cette association. Et lui, il définit la liberté individuelle à l'instar de Jefferson comme la capacité d'un individu à définir librement, sans être soumis à la volonté d'autrui, d'experts, d'autrui en général, à définir les choix orientant le cours de sa vie. Il ajoute que la mise en commun des volontés individuelles des membres d'une communauté s'établit ou doit s'établir par une libre communication de leurs opinions. La communauté se réaliserait donc par le biais de la communication. La communauté serait réalisée par, si on assure une communication interpersonnelle. Dans cette communauté imaginée par Dewey, les acteurs qui communiquent entre eux ne se réfèrent pas à une structure normative a priori. Donc il n'y a pas d'a priori, parce que la signification s'établit à travers la communication, et donc de manière a posteriori. C'est une chose à découvrir, d'accord? Il précise qu'une communauté parfaite serait constituée par des éléments étrangers, c'est-à-dire formés d'individus ne partageant à la base aucune référence commune. Et ces étrangers, il arriverait par l'échange d'informations avec les natifs à former un consensus moral local, assurant cet objectif qui est la cohésion de la communauté. Donc, le défi démocratique qui s'adresse à ses contemporains est celui de convertir cette grande société
en une grande communauté par le biais de la communication. Il défend que seule une libération de la communication serait en mesure de redonner une liberté aux citoyens de cette grande société en transformant cette dernière en une grande communauté. Dans ces paramètres, Dewey va définir l'État en tant que processus, d'accord, expérimental. Et la valeur d'un État ne peut être jugée en fonction d'une idée préalable ou d'une quelconque nature humaine. Donc, il rejette ces considérations, mais bien doit être défini à partir de sa fonction. Donc, une définition fonctionnelle de l'État et aussi de la loi, comme j'ai déjà mentionné. Il critique la conception moderne de la subjectivité, le sujet introdéterminé. D'accord? Il critique aussi les théories politiques contractualistes basées sur la causalité. Donc, oui, il soutient une autre conception tout à fait différente, basée sur la communication. Il affirme que, mis à part sa fonction, l'État doit être toujours redécouvert parce que ce qui détermine le caractère public ou bien privé d'un acte se transforme de manière continue, donc historiquement. Et pour que le public puisse prendre forme au sein de cette grande communauté et qu'il puisse émettre, donc participer, prendre part, émettre une opinion publique sur la manière de contrôler les conséquences et donc d'orienter le contenu des décisions politiques, il va falloir lui donner des informations accessibles. D'accord? De l'information complète et aussi de manière accessible. C'est pour cette raison qu'il considère que l'enquête sociale quotidienne, permanente, peut fournir la connaissance qui constitue la condition préalable des jugements publics. C'est-à-dire qu'elle correspond à la condition préalable de la formation de l'opinion publique. Donc, c'est une condition préalable pour la construction de sa théorie. Et la présentation des résultats des enquêtes sociales constitue, selon Dewey, le défi de la démocratie. Parce qu'il affirme que l'idéal démocratique ne peut s'accomplir que si l'enquête sociale libre est liée à l'art de communiquer de manière complète et touchante. Aussi, il parle d'un art, d'accord, parce qu'il conçoit la mise en scène de manière pédagogique des conclusions techniques et spécialisées des enquêtes sociales. D'accord? Donc, il soutient qu'il revient aux citoyens la responsabilité de se former une idée ou bien un jugement sur les problèmes qui lui sont présentés, évidemment, par les experts. Donc, voilà pourquoi le constat qu'il existe des valeurs divergentes dans la société ne constitue pas un obstacle insurmontable pour qu'émerge un consensus sur la manière de contrôler les conséquences perçues et vécues par la communauté. Le consensus moral n'est pas préalable pour lui, d'accord? N'est pas préalable à l'interaction des groupes, mais c'est le résultat, c'est plutôt, il résulte d'un processus de communication entre les membres de ce groupe. Bref, il insiste sur la nécessité de la libération de la communication, ce qui permettrait de dépasser l'état de fait qui caractérise cette grande société, c'est-à-dire cette grande divergence ou bien ce dissensus moral. Et cette libération de la communication orienterait les pratiques sociales vers la réalisation de cet idéal démocratique préconisé par Dewey, qui mènerait un certain consensus moral par cette enquête sociale, par le biais du processus, d'un processus participatif. Il juge, ici il est tout à fait en divergence avec Lippmann, que le recours à la propagande est très problématique, parce qu'elle maintient la majorité des individus dans l'ignorance, parce qu'il les empêche de réfléchir sur la manière de contrôler les conséquences qu'ils subissent. Il rejette la solution de Lippmann où l'autorité publique est accordée à une élite non partisane, parce que selon lui, il est impossible qu'une élite politique demeure non partisane. Le point de départ, c'est qu'il soit non partisan, mais lui, il conteste qu'il va le demeurer dans le futur, parce qu'une classe d'experts, selon lui, est inévitablement
tellement détachée, tellement déconnectée, tellement coupée des intérêts communs, qu'on devient une classe avec des intérêts particuliers, des intérêts privés. D'accord? Donc, il attire l'attention sur ce danger, sur cette possible dérive. Et il soutient que l'être humain ne peut véritablement exprimer son humanité que s'il a la liberté de prendre part, de participer à la mise en forme de son expérience, qu'il ne soit pas passif, d'accord, comme le veut Lippmann, mais qu'il soit actif, d'accord. Donc, il propose un modèle où les décisions politiques doivent refléter, d'une manière ou d'une autre, la volonté populaire, donc la volonté de ce public. Donc, on le voit clairement, Lippmann et Dewey tirent des conséquences opposées, diamétralement opposées, de la révolution darwinienne. Pour Lippmann, la désadaptation de notre espèce s'explique par des stéréotypes, et ces stéréotypes vont mettre notre espèce dans un retard structurel, et la solution, c'est que seul un gouvernement des experts peut réadapter l'espèce à son environnement. Et c'est un environnement qui est en accélération constante. D'accord? Et donc, le but reste, comme chez Spencer, la division mondiale du travail. D'accord? Donc, il ne faut pas détacher les deux registres, le registre philosophique, de la philosophie en termes théoriques et la philosophie en termes économiques. D'accord? Les deux, il y a un relais clair entre les deux pensées. Donc, la réadaptation, pourquoi? Pour garantir la division mondiale du travail. Et pour Dewey, c'est tout à fait le contraire. Il est en cela plus fidèle à l'origine des espèces. Il est plus fidèle à Darwin, à l'évolution sociale, parce que l'évolution sociale n'a plus de but. Selon lui, il est imprévisible, d'accord? Il n'a ni de haut, ni de bas, il n'a ni de but, ni de centre. Il est tissé d'interactions imprévisibles, d'accord? Dans laquelle tous les vivants sont invités, ou sont condamnés à interagir et de manière imprévisible, d'accord? Et dans une multiplicité de directions imprévisibles. C'est d'ailleurs ce qu'a soutenu Darwin. Darwin n'a jamais soutenu un sens linéaire de l'évolution. D'ailleurs, il a parlé d'involution, d'une possibilité de retour vers l'arrière. D'accord? Mais Lippmann, il est plus fidèle à la marque par la notion d'adaptation. À la notion d'adaptation, les êtres sont condamnés à s'adapter. Mais Dewey, non. Il soutient l'approche darwinienne dans le sens d'une évolution imprévisible. Donc, Dewey, il rend moins hommage à Darwin pour son hypothèse générale de la sélection naturelle, pas de sélection naturelle, d'accord, mais il rend hommage à Darwin par sa conception cumulative de l'évolution, d'accord, et aussi par sa compréhension interactive et ouverte de ce processus évolutif. Et selon lui, l'erreur de l'évolutionnisme de Lippmann ou bien du darwinisme social est de prétendre que l'espèce humaine doit s'adapter passivement à l'environnement en général et en particulier à l'environnement industriel tel qu'il est donné à l'espèce humaine. Bref, au lieu que les organismes se plient ou bien doivent se plier de manière passive aux exigences de leur environnement, Dewey affirme que la continuité de la vie signifie la réadaptation continue de l'environnement aux nécessités, aux besoins des organismes vivants. Donc, pour le dire autrement, tandis que pour Dewey, Darwin nous a appris que la vie implique la réadaptation continue de l'environnement aux besoins des organismes vivants, Lippmann, selon Dewey évidemment, suit la leçon inverse, qui est celle de Spencer. La vie implique la réadaptation continue des organismes aux exigences du contexte, c'est-à-dire de l'environnement. En faisant appel à la théorie et à la conception ou bien à l'idéologie néolibérale de fond, le télos est posé par avance comme étant une division mondiale du travail qui s'impose comme une fin en soi, de type métaphysique, donc indiscutable, qui se soustrait par principe à toute discussion, à tout débat ou bien à toute discussion. Donc, ceci dit, on comprend mieux le lien organique que Dewey annonce entre la logique évolutive de Darwin et les formes les plus participatives de la démocratie, comme l'a signalé le professeur Philippe Lorino.
D'ailleurs, quelques années plus tard, il va soutenir que la logique de la vie ne réside justement pas dans ce doublé spencerien de l'hyperspécialisation et de la compétition, mais qu'il exige de nous un mode de vie qui passe par la démocratisation de toutes les structures sociales. Et pour qu'il soit réalisé, cette démocratisation doit affecter tous les modes d'association humaine, partant de la famille, si, devrait s'appliquer à l'école, même à l'industrie. Le professeur Philippe Lorino a parlé de la démocratie industrielle, aussi au sein des associations d'ordre religieux. D'accord? Donc, pour lui, l'enjeu, c'est de combattre cette spécialisation, parce que cette spécialisation replie chacun sur son propre intérêt, et ce qui empêche la confrontation publique sur le bien commun. Ce bien commun doit être pour lui le résultat d'une confrontation, d'un débat, bref, d'une démocratie classique enrichie par la démocratie participative. Comme conclusion un peu longue, d'accord, donc comme on a pu vérifier dans les deux modèles esquissés, c'est la communication perçue comme une technique d'organisation des symboles et donc de gestion de la signification qui assure la reproduction de la société. Donc la reproduction de la société se doit à la communication. Que ce soit une communication manipulée par des propagandistes, comme le soutien Lippmann, ou bien une communication issue d'une négociation entre différents groupes, comme le préfère Dewey, elle donne une signification immédiate à la réalité sociale. D'accord? Pour les deux, il ne se réfère pas à des finalités normatives. D'accord? C'est pourquoi il est clair que les modèles soutenus par ces deux auteurs, les modèles politiques soutenus par Lippmann et par Dewey, s'inscrivent dans une logique de reproduction de la société. D'accord? Qui n'a rien à voir, qui diffère du mode de la reproduction politique qui était légitimé par la théorie de la démocratie représentative, d'accord, d'origine, ou bien soutenue et exercée par Lippmann et par ses prédécesseurs. On peut voir aussi que si leur modèle politique s'oppose d'un point de vue idéologique, on ne peut pas dire la même chose en ce qui concerne leur méthodologie. La méthodologie par le biais de laquelle ils ont essayé de tirer les conséquences politiques du darwinisme. Tous deux recourent, donc partagent la même méthode, ils font appel à la méthode des conséquences, qui est propre au pragmatisme philosophique. Pourquoi? Pour valider leur modèle démocratique. Donc la méthode est la même. Donc en jugeant la validité des décisions politiques par les conséquences de leur mise en application, cette méthode, soutenue par les deux, invalide toute forme de justification politique se référant à un ordre supérieur d'obligations normatives ou bien un ordre sociétal transcendantal. D'accord? Donc l'État n'est plus perçu comme une instance politique de représentation. D'accord? Il devient le lieu de réalisation effective des activités de l'ensemble de la société. Et pour les deux auteurs, la démocratie ne concerne que la gouvernementabilité, la gouvernementalité plutôt. De quoi? Du social, du domaine social. L'État, comme conséquence, est l'organisation responsable qui assume la responsabilité de résoudre les problèmes qui menacent la paix sociale ou qui doit veiller au bon contrôle des conséquences vécues et perçues par les membres de la société. C'est clair qu'ils tous les deux offrent une définition fonctionnelle. C'est la fonction, d'accord, de l'État qui est fondée sur la même méthode, la méthode des conséquences. D'accord? C'est un point fondamental qui va me mener à mes conclusions. Donc, revenons aux sociétés traditionnelles, qui sont le point de départ, pour conclure que si, dans ces sociétés traditionnelles, ou bien dans les sociétés traditionnelles, le pouvoir politique se réclamait d'une divinité, et le fondement du pouvoir était donc extramondain, et les institutions traditionnelles étaient interprétées comme la mise en application, ou bien comme l'adéquation terrestre des objectifs ou bien des desseins de la divinité. Le pouvoir politique dans ce contexte ne fait que traduire, que mettre en forme cette volonté divine. D'accord?
il n'était pas perçu comme étant la source des normes régissant la société. D'accord? Il n'était pas conçu comme étant la source de la production normative. Dans les sociétés modernes, d'accord? Dans les sociétés modernes, pas actuelles, mais modernes, qui se distinguent des sociétés traditionnelles, ils se distinguent par le fait que leur ordre social est perçu comme étant une production de la société. D'accord? Les êtres humains, donc, s'autogouvernent. Il n'y a pas un ordre imposé par le haut ou par des considérations métaphysiques, mais les êtres humains sont libres et de là, ils s'autogouvernent. Et le fondement du pouvoir politique est intramondain. D'accord? Il est défini comme une chose sociale. Et les acteurs au sein de la société peuvent légitimement participer à l'organisation du pouvoir, et ce pouvoir qui va édicter, qui va produire les normes auxquelles ils se soumettent. C'est la notion d'autogouvernement. Et l'objectif, selon ce constitutionnalisme moderne, l'objectif de l'État, d'accord, c'est la préservation et la réalisation de la dignité humaine qui se traduit en termes de liberté. D'accord? Qui se traduit en termes de liberté par l'autogouvernement. Lorsqu'on parle d'autogouvernement, c'est-à-dire c'est le règne de la liberté. Donc la fonction de l'État, c'est une fonction, c'est l'État idéal, d'accord? C'est l'État, il tend vers un idéal, c'est la préservation et aussi la réalisation de la dignité humaine. En termes de quoi? De liberté, qui garantit cet autogouvernement et qui garantit davantage l'autoréalisation et la réalisation de l'individu dans le contexte social. C'est l'épanouissement des individualités qui est au cœur des sociétés modernes. Mais dans le projet des sociétés postmodernes, surtout de Lippmann, le pouvoir politique se réclame des experts et le fondement du pouvoir paraît être, c'est ainsi que je l'ai compris, paraît être son importance. Donc, les institutions postmodernes seraient interprétées comme l'adéquation des desseins de l'expertise, une espèce de divinité civile, d'accord? Et le pouvoir politique ne ferait que traduire, que mettre en forme la volonté des experts. D'accord? Il y a un parallèle ici avec les sociétés traditionnelles. Et ce pouvoir ne serait pas perçu comme étant la source des normes régissant ou bien devant régir la société. D'accord? Selon cette position, bien cette proposition, la paix sociale n'est pas une fin en soi, n'est pas un objectif en soi, mais plutôt, à mon sens, un instrument pour la division du travail si on combine cette posture idéologique avec son fond économique, ou bien son arrière-plan économique. Donc, ce serait l'instrument pour la division de travail, ce qui évidemment met en évidence la connexion, ou bien le trait d'union foncier avec le libéralisme, ou bien le libéralisme. Qu'en est-il enfin de l'impact de cette dernière vision sur, ou bien ces deux dernières visions, d'accord, de Lippmann et de Dewey, sur les États actuels, ou bien sur les constitutions actuelles, plus précisément? Il y a plusieurs références, on le connaît, aux commissions d'experts pour la rédaction de projets de constitution. Ces projets sont parfois proposés directement à approbation populaire, et dans d'autres cas, ces commissions d'experts mettent en pratique l'approche communicationnelle proposée par Dewey. Donc, il y a une interaction avec le peuple. Notre manifestation, c'est qu'au sein des constitutions actuelles, on trouve des références accrues à la démocratie participative, d'accord, en tant que traduction de la théorie de Dewey, pour améliorer la démocratie participative, représentative plutôt. On peut aussi signaler la notion de gouvernance, qui est un concept purement économique, qui donne un certain lieu au pragmatisme de Lippmann. On trouve dans plusieurs constitutions la notion de gouvernance, d'accord, qui, à mon sens, est d'origine technocratique. Donc, la tendance actuelle, à mon sens, est de faire une réalisation synthétique des définitions anthropologiques, d'accord, qui essentialisent l'État, des définitions classiques, d'accord, qui essentialisent l'État, et des définitions fonctionnelles, par le biais des fameuses dispositions constitutionnelles, sur l'évaluation des politiques publiques qui est aussi en vogue en France et au Maroc et ailleurs. Donc, en dernier lieu,
j'aimerais attirer l'attention sur le fait que les sciences humaines, tout le monde attire l'attention, non, rappeler tout simplement que les sciences humaines ont vu le jour au XIXe siècle, mais il faut le dire, que dès l'homme est homme, il s'est toujours s'interroger sur son être, il s'est toujours s'interroger sur sa vocation, il a porté toujours un intérêt particulier sur son devenir, d'accord? Les sciences physiques étudient les faits et leur articulation en loi, d'accord? Donc la relation entre les causes et les conséquences, et les sciences humaines vont commencer à s'élaborer à l'image de ce modèle. Ils vont essayer de s'élaborer à l'image de ce modèle. Mais, assez rapidement, ils se sont rapprochés de leur objet. L'objet qui est l'homme. L'homme, dans cette relation étant sujet et objet. D'accord? C'est l'homme en intégrant la notion de norme et celle de signification. Imaginons une boule qui roule sur un plan incliné, il obéit aux lois de la nature, il est déterminé. D'accord? Mais au contraire, l'homme a une intériorité. Pas du tout déchiffrée, ou partiellement déchiffrée, mais aussi il a une liberté. D'accord? À lui s'appliquent deux questions fondamentales. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'homme? Et quelle est la norme ou la valeur de tel ou tel comportement? Donc, ce sont des questions qui s'appliquent à la réalité humaine et auxquelles il faudrait donner des réponses. La science en matière sociale, me paraît-il, jusqu'à présent, fortement conditionnée, d'accord? Je ne dirais pas contaminée, mais conditionnée par les finalités à atteindre, par les objectifs à atteindre, ce qui n'est évidemment pas le cas pour les sciences exactes. On vient de le voir, bien que la méthode est la même, ou la méthode des conséquences propres au pragmatisme est la même, ou soit la même pour Lippmann et pour Dewey, le résultat est différent. Tout simplement parce que les finalités qui obéissent toujours à des prémices de nature, des postures idéologiques initiales, n'étaient pas les mêmes, ne sont pas les mêmes pour Dewey et pour Lippmann. Donc, ces points de départ intellectuels, ces prémices de nature idéologique, ont donné lieu à une redéfinition du rôle devant être attribué selon ces deux auteurs à l'État en tant que siège du pouvoir, et une redéfinition du rôle devant être attribué aussi au peuple, aussi aux citoyens ou bien au peuple. Donc, à mon sens, la question de science ou bien la question de loi en matière sociale reste à découvrir. À mon sens, le jugement doit être suspendu en attendant que cette question soit repensée, ou bien soit redécouverte, ou bien soit résolue. Donc, c'est tout pour mon intervention, pour cette intervention synthétique, d'accord, bien que étendue, mais synthétique. Je m'arrête ici. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je cède la parole à Monsieur le Président. Merci, cher collègue, pour cette présentation précise et précieuse de débat de Lippmann. On passe directement à la discussion. Chers collègues, chers doctorants, est-ce qu'il y a des questions à adresser à notre professeur Abdelhamid? Si Abdelhamid, dans votre présentation, vous parlez davantage de public que de peuple. Pouvez-vous nous éclairer sur le sens de ce mot de public et sur ce qui différencie éventuellement à vos yeux le public du peuple? D'accord, moi je n'ai pas choisi les termes, j'ai utilisé les termes employés par ces deux grands auteurs. Pour Lippmann, il s'agit du peuple, donc il s'inscrit dans certaines passivités. C'est un récepteur de messages, donc il ne fabrique pas les messages, c'est un récepteur de messages, il est passif, donc il reçoit, et dont la conception de Dewey, qui est une conception plus
démocratique ou bien plus démocratisante, au lieu de parler ou de porter l'emphase sur la dénomination du peuple, il préfère la notion de communauté, qui remet à la notion du peuple. On ne parle pas du public, donc il parle d'un ensemble d'individus prenant part au débat, prenant part aux prises de décision, qui leur transforme par le biais de la communication, de cette interaction par le biais de la communication, en citoyens actifs. Donc, pour lui, la définition, le passage du public au peuple, le passage du statut passif au statut actif, passe par le biais de la communication, de cette délibération publique qui évidemment est représentée modernement par la notion de démocratie participative. D'accord? Donc, à mon sens, la différence principale, la différence foncière de fond entre l'usage d'un terme ou d'un autre réside dans le fait que le public, il est un simple spectateur, d'accord? Donc, il est passif, il est inactif, il est condamné à recevoir, d'accord? Il n'est pas invité à interagir, mais dans le deuxième sens du peuple, c'est plutôt un, je dirais pas selon Dewey un protagoniste, mais un coprotagoniste, d'accord? Un coprotagoniste sur un même niveau avec les experts, parce que Dewey ne nie pas le rôle des experts, mais il essaie de le démocratiser et de soumettre la pensée des experts à la logique démocratique, donc aux expériences soutenues par les membres de la société et par leur intelligence diffuse, leur intelligence non vue et non perçue, mais qui peut prendre corps, qui peut prendre forme par le biais de cette communication interpersonnelle, intracommunautaire. Merci, cher collègue. Aussi, j'ai une autre question. En fait, pour mettre en œuvre le projet politique de Dewey, il faut délimiter les publics en fonction des problèmes à résoudre. Vous ne pensez pas qu'il y aura une grande difficulté à distinguer finement euh, les publics concernés par un problème de ceux qui ne le sont pas? Mes considérations sont d'ordre global. J'ai bien compris, j'ai bien perçu le sens profond de votre question. Mes réflexions sont d'ordre global parce qu'ils font appel à la loi. D'accord? La loi en termes que normes générales et abstraites, dont les destinataires sont indéterminés. D'accord? Mais je pense que votre question pointe un public concret, donc des destinataires concrets de la norme. Dans ce cas, pour Dewey, je dirais que par exemple, dans le monde de l'entreprise ou bien le monde qui intéresse les employés, pour normer, pour édicter des normes intéressant les ouvriers ou les employés au sein de l'entreprise, le secteur public serait restreint, d'accord, aux employés ou bien en prenant part au monde de l'entreprise, par exemple, employés et employeurs, patrons et employés. La sélection, moi, je n'ai pas parlé de sélection de destinataires, d'accord, ça m'échappe ce concept. Moi, je défendrai, j'opterai par une divulgation, une intégration de tout le secteur impliqué dans ce débat. Moi, je ne serai pas sélectif et je ne dispose pas des moyens, mais des arguments, mais des critères objectifs et neutres pour pouvoir sélectionner le public destinataire de cette norme ou bien le public invité à prendre part dans l'élaboration de cette norme. Donc, d'après les coordonnées au sein desquelles j'essaie de me mouvoir intellectuellement, tous les destinataires de la norme doivent prendre part aux travaux, aux réflexions, aux débats communicationnels soutenus par Dewey. Donc, je ne suis pas en faveur d'une sélection du public. Merci beaucoup, cher collègue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous en prie. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, je me présente. Je suis doctorant en médecine IS, doctorant à la faculté de Marrakech. Je tiens à remercier le comité d'organisation sur l'organisation de ce débat aussi passionnant au niveau théorique
au niveau pratique, je m'interroge sur le rôle des partis politiques dans le cadre du débat Dewey-Lippmann et le rôle, surtout en matière de communication et d'adaptation du modèle ou d'adaptation du modèle ou de privilégier d'un modèle à un autre. Merci et je tiens à remercier une fois encore le comité d'organisation et chers professeurs sur leur précieuse contribution. D'accord, pour essayer de répondre à votre très très intéressante question, brillamment formulée, parce que vous pointez du doigt une institution sans laquelle l'État démocratique ne pourrait pas fonctionner de manière, l'État démocratique évidemment, représentatif, d'accord? L'État démocratique représentatif, qui se base sur la représentation, sans laquelle cet État démocratique ne pouvait pas ou ne pourrait pas fonctionner de manière fluide, de manière efficace, qui sont les partis politiques. Dans le cadre de l'État représentatif, les partis politiques sont une charnière nécessaire, voire indispensable pour établir des liens d'union, des traits d'union entre le corps électoral, entre le peuple et entre les institutions représentatives, donc entre la société civile et la société politique. Donc, il permet la socialisation politique, il permet une certaine connexion entre le haut et le bas, il permet de construire démocratiquement la représentation. Dans le cadre démocratique classique, les partis politiques doivent être fidèles à l'esprit populaire, doivent être fidèles aux volontés individuelles qui sont censées synthétiser, lorsqu'il acquiert la majorité, dans une volonté générale. Mais dans le cadre de la pensée de Lippmann, commençons par Lippmann, les partis politiques n'auraient aucun lieu de privilège parce qu'ils seraient uniquement des instruments, d'accord, des instruments au service de la propagande venant d'en haut, de la propagande créée, élaborée par les experts en communication, au service évidemment de cette expertise ou de cette science élaborée par les experts. Donc les partis politiques n'auraient aucun rôle dans l'élaboration et la formation de la volonté populaire. Parce que la volonté populaire reste dans un deuxième degré, dans un deuxième niveau. Ce qui compte pour la gestion, ce qui compte pour la conduite, c'est la volonté des experts. Donc les partis politiques seraient invités à s'inscrire dans ce modèle, s'inscrire dans cette logique et de s'y adapter. D'accord? Parce que Lippmann parle d'adaptation. Et l'adaptation, à mon sens, c'est faciliter, d'accord? C'est faciliter la transmission de ces messages vers la base. J'insiste, si on préfère respecter l'existence ou maintenir l'existence des partis politiques. Parce qu'à mon sens, les partis politiques dans ce contexte, dans cette pensée lippmannienne, n'auraient aucune raison d'être. D'accord? N'auraient aucune raison d'être. Mais dans le cas de la pensée de Dewey, il servirait de coadjuvant. D'accord? De coadjuvant pour faciliter la communication. Parce que lorsqu'on parle des experts ou de l'élite, n'oublions pas aussi, et c'est une réalité, que d'ailleurs dans le domaine politique, il y a une élite politique gouvernante. Donc cette élite politique devrait participer avec l'élite scientifique pour transmettre le message, pour faciliter l'accès à l'information, bref, pour faciliter cette communication entre ces trois échelons, je dirais même pas deux échelons, entre la base, entre l'élite politique et aussi entre l'élite scientifique. Donc les partis politiques seraient une pièce fondamentale aussi dans la pensée de Dewey. D'ailleurs, il faut le dire, Dewey n'a pas opté pour l'élimination de la démocratie représentative. Il l'a critiquée pour l'améliorer. La démocratie représentative se base sur les partis politiques. Mais il invite à une refonte, une reformulation de la démocratie représentative en y introduisant des institutions de démocratie représentative que lui, il expose en termes de communication, en termes de démocratisation de la communication
entre les membres de la société avec les experts, évidemment, avec les experts pour valider les hypothèses ou bien les énoncés avancés par ces experts. J'espère avoir répondu même partiellement à votre question, parce que je sais que les doctorants sont inspirés, sont guidés, sont propulsés par cet esprit de recherche. Je vous souhaite une bonne pas une bonne, mais une merveilleuse thèse doctorale. J'espère que ça s'inscrit dans cette logique et je serai un de vos lecteurs, Inch'Allah. J'espère que j'ai répondu à votre question. Vous avez la parole encore fois si vous voulez davantage de précision. Merci, cher professeur. Merci. Je vous en prie. Sur votre souhait aussi précieux. Et je serai très content d'avoir parmi mes lecteurs un professeur de renommée et de compétences. Je pense que vous avez bien répondu à la question, parce que vraiment le rôle des partis politiques dans la pratique, je pense qu'il évolue selon ce débat de Dewey Lippmann dans différentes démocraties mondiales. Je vous remercie, cher professeur. Je vous en prie. Merci à vous. Merci beaucoup, c'est Elias, c'est Abdelhamid. Donc, je pense qu'on va passer donc à la dernière présentation, s'il n'y a pas bien sûr d'autres questions. Donc, merci, c'est Abdelhamid. Je vous en prie, Monsieur le Président. À vous la parole, cher collègue Abdelhamid. Non, je vous en prie, c'est gentil de votre part. Je vous remercie infiniment pour votre invitation et pour votre écoute. Je vous remercie. Je cède la parole au Président. Donc, merci, c'est Abdelhamid.